Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction Manaus, au Brésil. La plus grande ville d'Amazonie est aujourd'hui le théâtre d'affrontements meurtriers entre gangs pour le contrôle du trafic de drogue. De par sa position géographique, proche de la Colombie, la ville est devenue une plaque tournante des stupéfiants. La police brésilienne y mène des opérations coup de poing pour tenter d'endiguer l'expansion du trafic, mais les gangs sont particulièrement dangereux. C'est un reportage exclusif de Nicolas Rançon, correspondant de France 24 au Brésil. Nouvelle nuit d'assassinat à Manaus. Guilherme Batista avait 18 ans. Selon les informations qui nous ont été données par les enquêteurs, cet homme aurait convenu d'un rendez-vous avec un autre jeune, ici même. Il a été abattu de 3 tirs dans la tête et dans le bras. Edogio Junior est journaliste, spécialiste des affaires policières à Manaus. Toutes les nuits, avec son caméraman, il constate l'explosion du nombre d'homicides par arme à feu dans la capitale amazonienne. Entre 2 et 4 par jour, plus de 70% sont en lien avec le trafic de stupéfiants. Ce quartier est une zone rouge. C'est ultra dangereux ici. Le trafic de drogue est omniprésent. Il semble que cela soit encore un règlement de compte. Autrefois tranquille et considéré comme le Paris des tropiques, Manaus est aujourd'hui en proie à une guerre des gangs d'une violence inouïe, notamment depuis la rupture du pacte entre les deux principales factions du Brésil. D'un côté, le Commando Vermelho, le CV, c'est le commando rouge, fondé et extrêmement fort à Rio de Janeiro. L'un de ses alliés, le FDN, la famille du Nord, contrôle la vente de drogue dans près de 80% des quartiers de Manaus. De l'autre côté, le PCC, originaire de Sao Paulo. Le premier gang de la capitale souhaite développer sa présence en Amazonie pour se fournir directement auprès des cartels colombiens et péruviens. Cette dispute pour le contrôle du commerce de drogue est à l'origine de près de 400 homicides depuis le début de l'année à Manaus. 400 morts, dont 64 en un seul jour. Le 1er janvier dernier, à l'intérieur de la plus grande prison de Manaus, des membres du FDN parviennent à sortir de leurs cellules. Ils s'en prennent aux soldats du PCC et se filment avec leur téléphone portable. Les scènes de cette mutinerie sont insoutenables. Les corps ont été amputés. Au milieu de la cour, ils décapitent leurs adversaires. C'est l'un des pires massacres de l'histoire du Brésil. En plus des morts, près de 180 prisonniers parviennent à s'échapper. Les autorités sont impuissantes. Cette barbarie choque les Brésiliens et l'opinion internationale. Aujourd'hui à Manaus, la population vit dans la peur. Voici notre dispositif pour ce soir. Pour reprendre la situation en main, ce soir, le colonel Walter Cruz veut frapper un grand coup. 600 policiers sont déployés, en plus des effectifs habituels. Cette opération a été baptisée Opération Aigle. On va saturer la ville. Il y aura des policiers en uniforme partout, notamment dans la zone nord, où le nombre de crimes est très important. Nous irons là où il y a beaucoup d'homicides. Vous savez, le crime s'adapte très vite et dépend de nombreux facteurs. C'est vrai que l'évasion de prisonniers complique la tâche. C'est pour cela que nous sommes tous ici. Nous embarquons avec le COI, la troupe d'élite de Manaus, l'équivalent du raid français. Tout juste sortis de la caserne, 2 jeunes à moto refusent d'obtempérer. Laisse ça! Traquer les fugitifs n'est pas la mission principale de ces unités spécialisées. Mais depuis la rébellion, toutes les forces de l'ordre sont sur le pont. La fouille est minutieuse, les identités sont vérifiées, les tatouages examinés. Tu n'as que celui-là? Non, j'en ai un autre ici. Initiales du gang, symbole, les indices sont parfois sur la peau. Ces 2 jeunes ne sont pas recherchés, mais ils repartiront avec un sérieux rappel à l'ordre. Quand tu entends la sirène et qu'on te demande de t'arrêter, tu t'arrêtes. Sinon, tu vas mourir pour rien.
Notamment quand tu vois notre voiture noire, sinon tu vas finir dans un cercueil. Tu piges? Oui, monsieur. Il y a encore plus de 100 fugitifs, donc avec l'équipe on en profite pour faire un état des lieux et pour recueillir le maximum d'informations. Les interventions s'enchaînent. Ces policiers de la force tactique viennent d'appeler l'unité spéciale en renfort. Rebecca, c'est Joan qui m'a balancé. Rebecca, c'est elle, ici en rouge. La dame qui est là, c'est ma mère. Je veux savoir comment elle va. C'est Joan, Rebecca. Allez-y, emmenez-moi tout de suite, maintenant que vous m'avez attrapé. Emmenez-moi tout de suite. Si cette dame est désespérée, c'est que les hommes du lieutenant Bentes ont découvert près de 10 kilos de drogue dans un logement dont elle avait les clés. Valeur de la marchandise, plus de 30 000 euros. Ça, c'est de la cocaïne. Là, il y a de la skunk, de l'oxy. Et là, il y a de la pâte base pour faire de la cocaïne. Au total, plus de 7000 doses. Le propriétaire de cette drogue s'appelle Mazinho. Mazinho est un des grands noms du FDN. Aujourd'hui en liberté après un passage en prison, il commande toujours le trafic dans tout le quartier. Ici, cela fonctionnait comme un dépôt. Et de toute évidence, cette dame n'agissait pas seule pour faire tout cela. Des personnes devaient travailler avec elle pour l'aider à emballer et à distribuer, car il y a vraiment beaucoup de sachets. Pour conditionner tout ça, ça doit prendre un temps fou. Et vous allez voir qu'au Brésil, les narcotrafiquants ont une logistique bien rodée. Il est 3 h du matin alors que les policiers saisissent la drogue. Une voiture surgit. Vous voyez, c'est comme ça 24 heures sur 24. On les prend en flagrant délit et l'avocat arrive immédiatement. L'avocat? Oui, c'est toujours très rapide. Pour vendre toujours plus et accroître leur influence, les chefs de gang garantissent aux petites mains du trafic un soutien permanent. Bonsoir, excusez-moi, je suis journaliste français. Vous êtes l'avocate de la dame? Oui, c'est bien moi, mais attendez une minute. Vous arrivez au milieu de la nuit, comme cela? Comment? Vraiment, vous arrivez au beau milieu de la nuit? On peut arriver à n'importe quelle heure, mais excusez-moi une minute, je dois parler avec la babysitter qui est avec mon fils. Nous n'en saurons pas plus. Mais sa cliente a déjà été incarcérée en 2011 pour trafic de drogue. Si la récidive est avérée, elle encourt 15 ans de prison. Ce soir, pour le lieutenant Bentes, c'est une excellente prise, mais une goutte d'eau au regard des milliers de kilos disséminés dans la ville et qui transitent par la région. L'année dernière, 3 tonnes de cocaïne ont été saisies à Manaus. Nous voyons clairement que le trafic s'intensifie de manière très importante, notamment en raison de cette guerre entre les factions. Donc la lutte est difficile, mais elle n'est pas impossible. On se bat. Pour calmer cette guerre des gangs, les autorités veulent affaiblir ces groupes à la racine, à l'intérieur même des prisons. Mais la tâche est difficile, comme en témoignent ces images. Par un signe des mains, ces détenus arborent fièrement l'appartenance à leur gang du CV, le Commando Vermelho. Si nous sommes épiés grâce à des miroirs ou encore des CD, c'est que filmer dans les centres pénitentiaires brésiliens est extrêmement rare. Début janvier, 4 prisonniers du PCC ont été décapités ici. France 24 est le seul média rentré dans une prison depuis la tragédie. Car pour les autorités, intervenir en milieu carcéral est extrêmement sensible. C'est d'ici, derrière les barreaux, que les chefs de gang organisent la vente de drogue à l'extérieur et qu'ils ordonnent les assassinats. Alors, durant près de 8 heures, la prison est passée au peigne fin. En sous-vêtements, les 1300 détenus sont transférés dans la cour intérieure, le temps que les cellules soient inspectées. Pour des raisons de sécurité, nous serons maintenus à distance. Mais très vite, les premiers chariots arrivent. Des kilos et des kilos de matériel en tout genre sont découverts. Je note tout. Je sépare les stupéfiants, les téléphones portables. Oui, tu peux mettre ça là. Et ça vient de quelle cellule? De la 7, à l'étage. Cordes, téléphones portables, mixeurs, bidons de peinture, haut-parleurs, cuillères, armes blanches artisanales, les gardiens trouvent de tout.
Certaines prises sont plus surprenantes encore, comme ce livre sur le crime organisé. Éléments pour la validation des preuves recueillies dans le cadre du combat contre les organisations criminelles. Alors ça, c'est génial. Depuis les incidents de janvier, ces fonctionnaires de l'administration pénitentiaire réalisent une dizaine de fouilles comme celle-là chaque mois. Ils étudient leur procès pour savoir comment ils peuvent être innocentés. Même moi qui ai une formation d'avocate, je suis surprise. Parfois, j'arrive à l'audience et ils en savent plus que moi. Et les surveillants vont de surprise en surprise. Ces prisonniers vêtus d'une veste jaune préparaient un tunnel avec des bêches improvisées. Ils espéraient s'échapper. Ils passeront les prochains jours à l'isolement. Au Brésil, la gestion de nombreux centres de détention est confiée à des sociétés privées. Et la corruption des surveillants est un fléau. Alors, qui dicte la loi? Les prisons sont-elles sûres? Nous sommes allés poser la question à Cleitman Coelho, le nouveau responsable du système carcéral de l'État d'Amazonas. Le crime organisé évolue en même temps que les mesures de sécurité que nous mettons en place. Je ne peux pas vous assurer qu'il n'y aura pas d'autres crises. Cela peut encore se produire, car nous sommes en train de changer des habitudes installées depuis des années. On a dû modifier les procédures parce que les détenus se prenaient pour les chefs. Maintenant, ce n'est plus le cas. Nous savons que les détenus peuvent toujours se révolter, mais nous avons de bons résultats. C'est avec l'aide des services de renseignement que l'administration pénitentiaire tente de faire face à la situation. La section de lutte contre le crime organisé nous a ouvert les portes de sa cellule d'écoute. 24 heures sur 24, ces policiers retranscrivent les conversations des principaux leaders des factions. Objectif, surveiller leurs activités en prison, mais aussi recueillir de précieuses informations pour intercepter d'éventuelles cargaisons de drogue en provenance des pays voisins, la Colombie et le Pérou. Ce qu'ils se disputent, ce sont les routes du trafic, ce qui fait circuler l'argent. Cette drogue qui arrive par la région frontalière de Tabatinga vient jusqu'à Manaus et ensuite elle est envoyée en Europe, aux États-Unis, dans le sud du Brésil, à Rio de Janeiro ou encore Sao Paulo. Donc celui qui détient le contrôle de cette route du trafic a le pouvoir et donc l'argent. Selon ces experts, le contrôle de ce couloir de drogue au cœur de l'Amazonie représenterait un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros par an. De quoi provoquer de la part des trafiquants une course à l'armement pour protéger les marchandises. Depuis que le processus de paix avec les FARC est engagé en Colombie, nos sections d'opération ont déjà saisi des armes de gros calibre, généralement utilisées par cette guérilla. Il n'y a aucun doute, avec la fin des FARC, de nombreuses armes entrent sur notre territoire. Ce trafic d'armes permet d'assurer la sécurité des embarcations chargées de drogue. De nombreux paramilitaires, anciens FARC, qui ne sont plus engagés par la guérilla, sont maintenant engagés directement par les trafiquants pour assurer le transport de la drogue. Un fait nouveau que nous n'allons pas mettre longtemps à vérifier. Nous retrouvons Edogio Junior à l'Institut médico-légal de Manaus. Vous voyez arriver les corps des deux Colombiens qui ont tiré sur les agents de la police fédérale à Urucara, à 200 km de Manaus. Selon nos informations, la police fédérale réalisait un contrôle d'une embarcation et les deux criminels, les deux Colombiens, étaient armés. Et ils ont échangé des tirs nourris avec les policiers fédéraux. Les trafiquants étaient équipés de fusils d'assaut Galil de calibre 5,56, une arme très répandue chez les FARC. Dans l'embarcation, les policiers découvrent également 800 kilos de cocaïne. Une escalade de la violence inquiétante pour Edogio Junior. De plus en plus souvent, les policiers sont reçus par des tirs avec des armes de très gros calibre et même des armes de guerre. Donc ces derniers temps, de nombreux Colombiens sont arrivés morts ici à l'IML à cause de cette guerre pour le trafic de drogue que les autorités tentent de combattre. Malgré d'importants moyens déployés sur ces 14 000 km de frontières, seul et sans soutien de la communauté internationale, le gouvernement fédéral brésilien aura bien du mal à freiner cette escalade de la violence.
Au cœur de l'Amazonie, l'artère du trafic a encore de beaux jours devant elle. Voilà pour ce reportage signé Nicolas Rançon pour France 24. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.